Bonsoir à toutes et tous. Bon, désolé pour le retard, on a un peu conditions exceptionnelles. Merci d'être présent. En tout cas, ça nous fait très chaud au cœur de vous accueillir pour la première rencontre académique du Shift. Je vais passer très vite. Je ne sais pas où est le. Ah, voilà. Voilà, donc juste pour le. Déjà, je tiens à remercier Laura qui est peut-être présente dans la salle, qui nous accueille du coup à titre gracieux ce soir ici. Donc merci beaucoup à toute l'équipe d'Epitech. Donc pour le programme de la soirée, je passe très vite. Il y aura un petit mot d'introduction de notre responsable monde académique et recherche, Zeynep. Ensuite, vous aurez du coup la présentation du modèle Mater, donc par les concepteurs, si je puis dire. Voilà, en tout cas ceux qui ont travaillé sur le projet. Et ensuite, il y aura une table ronde. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Bonne soirée à toutes et tous et merci pour votre présence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Merci beaucoup pour l'effort déjà parce que je comprends qu'il y avait un petit souci des transports. Merci pour votre engagement. Et j'ai un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre première édition de rencontre académique de Shift Project. On espère que c'est ça les débuts d'une série d'événements qu'on souhaite va durer longtemps. Je ne sais pas, les grandes tâches de présenter Shift Project, mais j'aimerais bien voir les mains des gens qui n'ont jamais participé à un événement de Shift Project ou qui se considèrent de ne pas vraiment savoir ce qui fait Shift Project. C'est très très bien, hein. C'est très très bien. J'aurais dû poser les questions à l'inverse. C'est pas grave. Alors, ça me permet de présenter le Shift Project depuis longtemps que j'ai pas fait ça. J'espère que je me souviens très bien encore. Alors, le Shift Project, c'est une association loi 1901 reconnue de l'intérêt général et qui travaille pour favoriser une économie qui n'émet pas des gaz à effet de serre. On fait ça. Ça marche pas? Oui? Ah, je m'entends mieux. Vous voulez que je recommence mieux? Non. Et sa mission est d'éclairer et influencer les débats sur la transition énergétique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Éclairer parce qu'on crée des groupes de travail, on réunit des personnes de tout milieu, académiques, de public, privé, des experts. Et on produit des analyses chiffrées, transparentes. Et à la fin, on arrive à faire des propositions opérationnelles. Et des côtés influencés, parce qu'on prend ces rapports produits, on met sur le bon table, on essaie de communiquer avec les décideurs politiques et économiques et faire avancer les débats, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la transition énergétique. Ouais, je vais apprendre. Et nos travaux, plus récemment, on a travaillé, c'est des thématiques que vous pouvez voir ici, les derniers grands travaux qu'on a réalisés, c'était plan de transformation de l'économie française, peut-être que vous avez entendu parler. Également, résilience des territoires, emploi et formation, et énergie fossile ou de manière plus générale, les ressources physiques, industrie numérique et prospectif, agriculture. Si un de ces projets, ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Si vous voulez participer à nos travaux, avec grand plaisir. Si vous voulez savoir encore plus, vous pouvez consulter en ligne. Tous nos rapports sont accessibles et gratuits en ligne. Nous sommes une petite vingtaine de salariés auxquels s'ajoutent de chefs de projet et d'experts externes. Et nous avons la chance d'être épaulés par notre grand réseau de bénévoles, as known as the Shifters. On les remercie encore une fois. Je crois que... Oui, alors, pour en terminer, mais qu'est-ce que c'est les rencontres académiques? C'est quelque chose qu'on veut créer, un lieu pour permettre de chercheurs et experts de toutes disciplines différentes de se réunir, s'échanger, de confronter leur point de vue, vraiment alimenter les réflexions pour, encore une fois, favoriser la place d'avancées scientifiques dans les prises de décisions politiques, économiques et toutes décisions qui concernent la transition
énergétique. Voilà, sur ce, je termine mes mots et je vais passer les paroles à Baptiste. On a un menu de ce soir assez chargé. On commence par la présentation de Baptiste Andrieux, qui va être suivi par une table ronde par Olivier aussi. Merci. Bien, merci. Merci Zeynep pour ce mot d'introduction et un grand merci à Pauline d'avoir géré toute l'organisation de cet événement et donc d'avoir permis qu'il soit possible. Alors, oui, pardon, je m'y retrouve. Voilà, il manquait quelques slides. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que j'ai fait pendant ma thèse. Pour ceux qui sont intéressés, j'avais présenté ça au dernier événement fait avec le Shift et il y a la vidéo en ligne. Et aujourd'hui, on va plutôt parler du fil conducteur qui sous-tend tout ça, qui est celui de la modélisation physique de l'économie. Et moi, j'ai la tâche en introduction de présenter les modèles existants et de dire les limites de ces modèles et donc la raison pour laquelle on a construit de nouveaux. Et ensuite, Olivier présentera le modèle en question et Simon, certains des développements en cours sur le modèle. Voilà. Donc, il ne faut pas y voir juste ma présentation parce que sinon, vous allez vous dire, oh là là, il critique, mais il ne propose pas grand-chose. Voilà, c'est bien en duo avec Olivier derrière. Alors, hop, moi aussi j'ai du mal. Alors, pourquoi construire un modèle ? Bon, on a le point de départ qu'on connaît aujourd'hui en 2023, une société qui repose exclusivement ou quasi exclusivement sur les combustibles fossiles et qui a tout un tas d'impacts sur la biosphère. Et on connaît à peu près le point d'arrivée, un monde décarboné, la neutralité carbone, et d'une manière générale, vivre dans les limites planétaires. Seulement, il y a tout un tas de trajectoires qu'on pourrait prendre pour y arriver, et on ne sait pas si on peut y arriver quand, et surtout comment. Et potentiellement, si on prévoit un passage, il y a tout un tas d'événements qui vont arriver et qui vont faire qu'on ne va pas suivre ce qu'on avait prévu. Donc on peut prendre des trajectoires différentes. Et pour réussir à s'aiguiller là-dedans, il semble important de décrire le fonctionnement de l'économie. Et ce qu'on entend au Shift par économie, eh ben, c'est l'économie concrète, des mètres carrés de bâtiments, des nombres de voitures, etc. Et donc un modèle, ça va permettre d'éclairer ça. Et il en faut un. Si par exemple on se pose une question de quelle quantité de matières premières il va falloir en 2050 pour un scénario de transition énergétique, eh bien, il va falloir des hypothèses sur les différentes technologies, sur la durée de vie des infrastructures, leur composition matière, les taux de recyclage, etc. Et sur chacune de ces variables-là, chacune de ces variables change au cours du temps, et donc il faut que ce modèle soit dynamique. Alors, quand on présente cette ambition de créer un modèle, on nous dit souvent « Ah, vous voulez refaire World 3 50 ans après ?» Et donc World 3 qui a été fait en 1972, qui a servi dans le rapport au Club de Rome et qui était un premier exercice d'utilisation de modèles informatiques pour se projeter dans le futur long terme pour l'humanité. Et puis, suite à ça, en fait, il y a tout un tas de modèles qui ont été créés, notamment après le premier choc pétrolier, par des chercheurs qui ont cherché à comprendre le lien entre énergie et économie, et puis ensuite modéliser les polluants par rapport aux pluies acides, et puis ensuite par rapport au changement climatique. Et donc, il y a énormément de modèles qui existent, notamment ceux qu'on met dans la catégorie de IAM, pour Integrated Assessment Models. Je donne la définition ici, parce que c'est un mot qui va revenir beaucoup dans le vocabulaire d'Olivier et moi. Et les IAM, donc modèles d'évaluation intégrée, représentent le lien entre le système socio-économique et le système naturel, avec des interactions entre eux, des rétroactions et sur le temps long. Dans le premier rapport du GIEC en 1990, il y avait 2 de ces modèles qui étaient utilisés. Et puis, il y en a eu de plus en plus au fil du temps. Dans le troisième rapport, 11 ans plus tard, 6 modèles utilisés pour 40 scénarios. Donc, je dis utilisés, c'est bien sûr pas par les gens du GIEC, mais dont les résultats ont été revus par les chercheurs qui écrivent les rapports. 2014, 31 modèles, plus de 1000 scénarios. Et 2021, 180 modèles, 11 modèles et plus de 2000 scénarios. Donc là, quand on voit ça, on se dit, bon bah super, il y a du pluralisme, et peut-être à quoi bon vouloir construire un nouveau modèle.
Eh bien, il se trouve que la plupart de ces scénarios-là reposent sur une même façon de fonctionner qui se base sur les Shared Socio-Economic Pathways, qui sont des contextes socio-économiques. Ça veut dire qu'il y a des chercheurs qui se sont dit bon, bah, à quoi le futur pourrait ressembler, et on décrit 5 types de futurs, avec un futur qui va être de la croissance verte, en gros, enfin de soutenabilité, un qui sera business as usual, un développement avec de la croissance très rapide due aux combustibles fossiles, et puis après 2 variantes avec plus ou moins de difficultés à s'adapter et à réduire nos émissions. Et ensuite, donc ça, ce sont des narratifs qui vont être utilisés par les modèles, et les modèles vont changer des hypothèses, et notamment des hypothèses de politique publique, pour atteindre différents niveaux de réchauffement. C'est la partie RCP, le Y là qu'on voit. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça. Alors, pourquoi est-ce que je présente ça en sous-entendant que ça pose problème? Eh bien, c'est que ces narratifs, ils ne sont pas utilisés, pour être utilisés dans les modèles IAM, ils passent d'abord par un modèle économique. Il passe par un modèle économique, et ce modèle économique, excusez-moi si vous ne pouvez pas lire, je vais dire ce qu'il y a sur le tableau, ils vont dépendre de 2 variables en particulier. La productivité totale des facteurs, donc ça c'est la part de la croissance économique qui n'est pas due au travail ou au capital, et la vitesse de convergence. Vitesse de convergence, ça veut dire vitesse à laquelle les pays du Sud rattrapent les pays du Nord d'un point de vue économique. Et puis pour chacun des SSP, ces hypothèses vont changer de low, medium ou high, ici qualitatif. Et ça rentre dans un modèle économique, et le modèle économique est un modèle qui ne fonctionne qu'en croissance. Et donc ce qui va ressortir de ça, peu importe les variations low, middle, high, ça va être de la croissance économique par construction. C'est ce qu'on voit ici avec le PIB au cours du temps entre 1980 et 2100, et le point ici 2020, c'est là où on est aujourd'hui. Et donc, on voit que dans le scénario avec le moins de PIB, le PIB mondial est multiplié par 2 à 3 d'ici à 2100, et dans le scénario avec le plus de PIB, il est multiplié par 10. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que ça implique. Excusez-moi pour ce truc peut-être pas très beau, mais ce que je disais là, c'est qu'il y a des narratifs ici en entrée qualitatif 5. Qui vont rentrer dans un modèle économique. Alors, il se trouve qu'il y a plusieurs modèles économiques, mais ce sont tous des modèles économiques néoclassiques qui fonctionnent de la même manière. Et en sortie, on va, dans tous les cas, avoir de la croissance. Et surtout, les scénarios vont être harmonisés pour chaque SSP choisir une seule trajectoire de PIB. Et donc, on va avoir des trajectoires de PIB qui vont rentrer dans des modèles et dans différents IAM, parce qu'on a dit en amont qu'il en existait de nombreux. Et ensuite, ces IAM vont, pour chacune des trajectoires de PIB, essayer d'atteindre différents niveaux de réchauffement global. Et pour ça, ils vont changer des politiques publiques au sein du modèle. C'est ce qu'on appelle les Shared Policy Assumptions ici, qui sont partagés par tous les IAM. Et en fait, si on creuse un petit peu, l'essentiel des politiques publiques là-dedans, c'est de la taxe carbone. Et donc, on va avoir une taxe, ensuite de la compétition par les prix au sein des modèles. Et ce qui va en ressortir, c'est pour chaque scénario SSP, l'ensemble des trajectoires de réchauffement de 2 degrés, voire 1,5 degrés, jusqu'à 4 degrés ou plus. Et la seule chose qui change, qui permet de passer d'un monde à 2 degrés ou d'un monde à 4 degrés, ce sont les leviers technologiques qui dépendent de cette taxe carbone. Et donc, ça veut dire que dans le scénario 1, là, qui est le scénario développement durable, on atteint à la fois un monde à 1,5 degrés et un monde à 4 degrés, et dans le scénario fossil fuel, on peut aussi atteindre un monde à 2 degrés. Donc là, on peut se dire, ah oui, pourquoi on s'en sort dans tous les cas? Eh bien, c'est parce que c'est de la comptabilité, et donc on dit, ok, on émet des tonnes dans l'atmosphère, bon, si ça fait trop et qu'on a un objectif plus bas, eh ben, c'est simple, on n'a qu'à faire des émissions négatives, et puis on s'en sort. Et donc, dans ces scénarios-là, dans ces modèles-là, il y a des technologies notamment avec la biomasse et séquestration de carbone derrière, voire de la capture directe du CO2 de l'atmosphère. Alors j'ai rien contre ces technologies-là, si on investit dedans et qu'on arrive à en faire de façon massive, tant mieux si on récupère le CO2 de l'atmosphère, mais a priori c'est pas mature pour l'instant, et donc c'est complètement spéculatif de miser là-dessus.
Et donc, quand on dit qu'il y a 2000 scénarios, alors il n'y a pas forcément 2000 scénarios qui ressemblent exactement à ça, mais la plupart des scénarios revus sont dans ce cadre-là. En fait, ce sont que des scénarios qui dépendent d'hypothèses technologiques. Or, on pourrait se dire, bon, bah, on prend une trajectoire, on regarde la quantité de CO2 qui va être émise, et puis on se dit, bon, bah, c'est trop, et plutôt que de dire, du coup, on récupère le carbone de l'atmosphère, on pourrait se dire, ah, bah, peut-être qu'il faut revoir le scénario socio-économique. Et en fait, là, il n'y a pas de rétroaction possible entre ce qui sort et ce qui rentre dans le modèle. C'est-à-dire, si jamais on a une trajectoire de PIB qui rentre dans le modèle, on pourrait se dire, bon, bah, ok, mais en fait, moi, ce que je veux là, c'est un SSP1, donc de la soutenabilité. Pour moi, soutenabilité, ça veut dire on arrête de faire des voitures dès qu'on peut faire des vélos, et puis pour les gens qui ont vraiment besoin de voitures, on fait des voitures plus légères et qui vivent plus longtemps. Et donc, de fait, ça ferait moins de PIB. Et c'est pas forcément grave, mais il faut le mettre dans le modèle. Et ça, par construction, c'est pas possible parce que le PIB n'est qu'une entrée. Et puis surtout, dans ces modèles-là, il n'y a pas de stock et de flux. Donc on peut pas dire, alors que quand on essaye de penser à ce que c'est que le monde qui nous entoure, bah, c'est des infrastructures. Là, on est dans ce qu'on appelle un stock, c'est-à-dire un bâtiment qui a été construit pour une certaine durée de vie. On est venu avec des matériels de stock, donc des voitures qui sont là pour une certaine durée de vie, etc. Et puis il faut des flux en continu pour remplacer ces infrastructures en fin de vie, en construire des nouvelles, etc. Et tout ça, ça n'existe pas dans ces modèles-là qui sont en flux tendu, je dirais. Et surtout, il y a ce mécanisme de minimisation de coûts entre technos au sein des modèles. Et donc, on va essayer de prendre un exemple pour voir ce que ça implique et quel genre de problème ça peut poser d'avoir ces mécanismes de prix. Alors, j'ai dit que nous, ce qui nous intéressait, c'était les stocks. Et donc, on va essayer de regarder les voitures par habitant en fonction du temps dans différentes régions. Donc là, vous voyez les 15 régions les plus riches de l'Union européenne, la Colombie, la Chine, avec en ordonnée les véhicules par personne et puis en abscisse le temps. En noir, là, ce sont les données historiques. Donc on voit que dans l'Union européenne, on était à 0 voitures par habitant en 1930, ça augmente jusqu'à atteindre 0,6 voitures par habitant aujourd'hui. En Colombie, ça commence tout juste à augmenter, et puis en Chine, ça commence tout juste à augmenter, mais ça augmente drastiquement. Et nous, quand on essaye de réfléchir à quoi pourrait ressembler ces infrastructures dans le futur, d'un point de vue prolongation de tendance, pas forcément dans un point de vue ce que nous, on aimerait qu'il se passe, eh bien, on sait que ces infrastructures suivent des courbes logistiques, donc ce sont des courbes en S, où en gros, au début, quand les gens sont très pauvres, bah, il n'y a pas de voiture par habitant. Au fur et à mesure qu'ils s'enrichissent, ils peuvent en acheter, et puis au bout d'un moment, ça sature une fois que tout le monde est équipé en voiture. Et donc, si on a une trajectoire de PIB qui nous est donnée, on peut transformer cette trajectoire de PIB en trajectoire de parc de véhicules par personne. C'est ce qu'on fait ici, avec les courbes bleues qui viennent d'apparaître. Alors, les courbes ne sont pas forcément parfaites parce que là, elles ont été fitées en amont sur 200 pays. Donc on prend tous les pays, toutes les données qu'on connaît de voitures, et on atteint cette courbe-là. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on a une seule équation qui nous permet de prédire en business as usual l'ensemble des parcs de véhicules à travers le monde. Et ce n'est pas ce qui est fait dans les modèles, justement, les IAM. Alors, on va regarder ce qui se passe dans un modèle qu'on a pris. Il se trouve que c'est le GCAM, c'est un modèle construit par une équipe américaine, et on l'a choisi, non pas pour le critiquer particulièrement, au contraire, on l'a choisi parce qu'il était open access et parce qu'il y avait un module du transport assez désagrégé. J'ai dit qu'il n'y avait pas de stock, mais il y a des données précises sur l'énergie, et donc en faisant des hypothèses simples, qu'ils ont d'ailleurs dans leur modèle, sur les intensités d'utilisation, la consommation, potentiellement les durées de vie, on reconstitue des stocks. C'est ce qui apparaît ici. Alors, je vais montrer un peu ce qui se passe. Là, il y a ici 5 courbes qui sont apparues de couleurs différentes qui représentent, pour le SSP1, donc soutenabilité, les différents niveaux de réchauffement. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est que toutes ces courbes sont superposées. Ça veut dire que dans ce scénario-là, que ce soit un scénario à 1,5 degré ou un scénario à 4 degrés, il y a le même nombre de voitures par habitant. Et ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, que ce qui change dans ces modèles-là, c'est uniquement la technologie, ou quasi exclusivement la technologie. Et donc la différence, c'est que dans un cas, le monde à 4 degrés, on va faire des voitures thermiques, et dans l'autre cas, on va faire des voitures électriques avec de l'électricité décarbonée. Bien. La seconde chose qu'on remarque, c'est qu'ici, on s'écarte assez drastiquement de la tendance prévue avec la logistique pour la Colombie. Et puis pour la Chine, ça décolle pas du tout. On reste quasiment à zéro. On s'est dit, bon, c'est surprenant. Peut-être que c'est parce que c'est un scénario de soutenabilité, et donc ils se sont dit, bon, bah, les pays du Sud vont pas suivre le mauvais exemple des pays du Nord. Bon, du coup, super inégalitaire de faire ça, ce serait surprenant.
Et donc on s'est dit, OK, on va comparer à un autre scénario, le scénario extrême, SSP5, où on fait du fossil fuel à fond. Et on obtient ça. Alors là, pour l'Union européenne, on arrive à une voiture par habitant, sachant que là, par habitant, ça inclut les bébés, tous les gens qui ont moins de 18 ans, tous les gens qui ne conduisent pas pour différentes raisons, les personnes âgées qui ont arrêté de conduire. Donc ça fait significativement plus qu'une voiture par habitant. Et ça, c'est voiture personnelle uniquement. Ensuite, Colombie, bon bah là, ça augmente un peu par rapport à tout à l'heure, on atteint 0,4 voitures, toujours loin de notre logistique. Et en Chine, en Chine, ça n'a toujours pas décollé, on est à 0,1 voiture par habitant. Et surtout, là, pour le PIB en 2100, il y aurait un PIB de 150 000 $ par personne. Donc là, on parle de 150 000 $ par personne, un monde où on fait du pétrole à fond, et il n'y a pas de voiture. C'est surprenant, et sachant que là, 150 000 $, pour donner un ordre de grandeur, ici, là, en 2020, l'Union européenne a 15, on est à 30 000 $ par habitant. Et on était déjà à 0,6 voitures, donc là, c'est 5 fois plus. Bon. Donc on se dit, OK, on va rentrer un petit peu dans les équations de pourquoi on a ça dans le modèle. Et il se trouve que le mode de fonctionnement de ces modèles, c'est des modes avec les prix. Donc on va avoir une demande en transport qui va être des passagers kilomètres. Passagers kilomètres, ça veut dire 3 passagers kilomètres, c'est 3 personnes pendant 1 kilomètre ou une personne pendant 3 kilomètres. Ce que cette équation dit, c'est que donc ça va être des élasticités, on regarde pour 1% d'augmentation d'une variable, de combien l'autre variable augmente. Et donc ce que ça veut dire, c'est que si le PIB augmente, la demande en transport augmente. Si la population augmente, la demande en transport augmente. Si le prix augmente, la demande en transport diminue. Assez logique, mais il y a un truc qui est très important, c'est qu'ici, il y a une variable devant d'ajustement pour chaque région. Et ce qui fait qu'en fait, on ne va pas utiliser la même équation pour l'ensemble des régions, mais on va la multiplier par un facteur correctif pour chaque région pour forcer un point de passage. Et là, c'est une approche différente avec celle qui a été montrée avant sur les logistiques, où nous, on se dit, bon bah ok, notre courbe elle ne fit pas forcément, mais on utilise la même, on a des grosses incertitudes, mais au moins on sait ce que ça veut dire. Et là, on force des points de passage. Ok, donc ça permet d'avoir des passagers kilomètres. Et ensuite, on s'est dit, bon bah c'est bizarre quand même d'avoir aussi peu de passagers kilomètres en voiture, et on va regarder là où il y en a d'autres, et en particulier les bus. Et donc là, vous voyez à l'écran la répartition des passagers kilomètres en pourcentage aux États-Unis et en Chine en fonction du PIB par habitant. Donc là, c'est le point en 2005, 45 000 $ de PIB par habitant aux États-Unis, 95% des passagers kilomètres qui sont faits en voiture, et puis au fil du temps, on garde à peu près ce pourcentage constant. À l'inverse, en Chine, 2005, 3 000 $ par habitant, ou quelque chose de cet ordre de grandeur-là, et 80% des passagers kilomètres qui sont faits en bus. Et là, donc j'ai donné l'équation ici qui donne les passagers kilomètres, mais en fait, il y a les mêmes équations, même type d'équation, qui donne la répartition en part modale. Et donc, ce que ça va dire, c'est si le bus coûte plus cher, on prend moins le bus, et si jamais il coûte moins cher, on prend plus le bus. Bon, mais sauf qu'en fait, ça marche pas, et donc on multiplie par un facteur correctif en amont. Et donc là, le facteur correctif, ça a été de dire, bah ok, aux États-Unis, il y a une préférence pour les voitures, donc on a 0,95%, enfin 95% de voitures au début, et les Chinois, manifestement, ils adorent le bus, donc 80% de passagers kilomètres en bus. Et puis après, ça varie à la marge. Bon, sauf que, voilà, je vous vois sourire, bien sûr, c'est parce que ici, si les gens sont à 80% de bus, c'est parce qu'ils ont 3 000 $ par habitant et donc ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture. Et les Américains qui sont à 50 000 $, bah oui, ils ont les moyens de s'acheter une voiture. Et donc, dans un monde business as usual et un monde où on développe le pétrole, évidemment, les Chinois auraient des voitures. Et dans cette approche, donc là, il n'y a pas ce problème-là juste pour la Chine, il y a le problème aussi pour l'Inde, pour l'ensemble des régions d'Afrique. Et si on prend une durée de vie pour les voitures de 10 ans et qu'on regarde entre 2020 et 2100 ce qui se passe, eh bien, cette approche-là passe à côté de 15 milliards de voitures par rapport à notre approche logistique. Sachant que ce modèle-là, alors je fais pas ça juste pour les critiquer eux, et il se trouve que c'est pas parce que un endroit où on passe par les prix ne marche pas que ça décribise tout le fonctionnement par les prix, mais c'est quand même assez édifiant de voir que là, on passe à côté de 15 milliards de voitures, et que c'est un modèle qui fournit une centaine de scénarios dans chaque rapport du GIEC, et qui du coup est assez non questionné, parce que c'est un des modèles de référence. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que pour être prédictif, il faut réussir à avoir une seule équation par chose qu'on veut représenter. Donc là, si on parle de voiture, on veut une équation.
Ah, et après, ok, il y a des différences entre pays, bon, très bien, mais il faut réussir à expliquer ces différences entre pays. Et donc, par exemple, la saturation de la logistique, donc notre point d'arrivée, on va le faire varier en fonction de la densité de population. On va dire, ok, dans les pays où il y a beaucoup de densité de population, il y aura moins de voitures que dans les pays où il y en a moins, etc. Mais on essaie de trouver des raisons physiques pour lesquelles ça change. Alors qu'à partir du moment où on veut avoir un truc très précis, on est obligé de multiplier par des facteurs correctifs, ce qui a été fait là, et on passe d'avoir une équation à avoir 200 équations, donc une équation par pays. Et là, on perd tout l'aspect prédictif du modèle, parce que du coup, ça diverge dans tous les sens, et on n'a pas la main dessus, ou alors il faudrait vérifier chaque hypothèse. Et là, les personnes du GCAM, c'est des personnes très intelligentes, donc si s'ils l'ont pas fait, c'est juste qu'ils ne sont pas allés voir tous les résultats des de leurs différentes modélisations. Et puis ensuite, bon, là, j'ai montré un truc où on fait des courbes en S. Vous me direz très bien, mais ça c'était dans le monde d'hier, on veut faire autre chose. Eh bien très bien, proposons d'autres scénarios, mais il faudrait qu'on explique ces ruptures de pente. Et on va dire, ok, les gens vont quand même vouloir se déplacer, donc quels sont les facteurs de substitution pour passer d'une voiture à des vélos, d'une voiture à des trains, etc. Et tout ça, et encore une fois, il faut l'expliquer physiquement. Voilà. Quelques points rapides, et ce sera ma dernière slide, sur les autres limites de ces modèles-là. Il n'y a pas d'énergie nette dans ces modèles-là. Énergie nette, on entend l'étude de l'ensemble de la chaîne de l'énergie d'un point de vue physique, et donc c'est en gros les taux de retour énergétique, notamment les IROI, etc. C'est pas pris en compte, c'est une loi de l'offre et de la demande de combustibles fossiles. Alors parfois avec quelques éléments sur les réserves, mais c'est pas très bien fait. Pas de limite thermodynamique. Olivier en dira quelques mots là-dessus encore sur comment nous on le fait dans le modèle. Pas d'endogénéisation de l'énergie industrielle. Alors ce qu'on veut dire par là, c'est que nous, si on veut prévoir la quantité d'énergie dans l'industrie, on va dire on a des demandes en service qui vont par exemple demander soit être exogènes, peut-être ce dont parlera Simon un petit peu, soit dépendre du PIB par habitant. On transforme ces besoins en service en besoins en infrastructure, en besoin en énergie pour construire cette infrastructure. Et puis après, on regarde l'énergie qu'il faut pour construire l'infrastructure d'énergie avec des boucles. Et voilà. Alors que dans ces autres modèles-là, le secteur de l'énergie va être un modèle à part qui ne dépend pas tellement de... Enfin non, l'énergie c'est quand même lié à la demande finale, mais pas de façon qui reboucle. Excusez-moi si c'était un petit peu confus. Pas de flux entre régions. Donc si on dit ok, on a une demande en pétrole en France, on ne va pas dire d'où viennent cette demande-là. Donc ça c'est ce sur quoi j'ai travaillé avec ces tableaux entrée-sortie pour ceux qui étaient là au dernier événement, les grands tableaux d'échange entre régions. Et puis pas de crise. Voilà, alors bon, ça fait beaucoup de critiques, et donc je vais laisser Olivier la lourde tâche de vous montrer ce qu'on fait et d'essayer de voir que sur certains points c'est mieux, et après probablement que si les gens du GCAM étaient dans la salle, ils s'arracheraient les cheveux sur certaines choses qu'on fait et qui jugeraient des non-sens économiques. Donc voilà, c'est différentes écoles et on essaye de faire comme on peut. Voilà, merci. Merci Baptiste, t'es courageux, hein, t'as bien cassé du sucre et maintenant tu me laisses la parole. Donc je vais essayer, fort des constats qui sont listés sur cette slide, de vous parler un peu de ce qu'on essaye de faire à ISTER. En termes de modélisation. Alors, avant de commencer, il faut peut-être se demander ce qu'on appelle un modèle, parce que si vous interrogez un sociologue, un économiste ou un physicien, vous allez avoir certainement des réponses différentes. Pour nous, un modèle, c'est une suite d'équations différentielles qui sont couplées, qui peuvent faire appel à des lois physiques inscrites dans le marbre ou des lois plus ou moins empiriques. Et pour résoudre ces équations différentielles au cours du temps et calculer ce qui nous intéresse, c'est des flux et des stocks avec des unités physiques qui peuvent être des kilos, qui peuvent être des joules, qui peuvent être des nombres de voitures, qui peuvent être des nombres d'oiseaux. Pour calculer ça, eh ben, il faut des forces motrices. Il faut identifier des forces motrices qui vont contrôler l'évolution du système avec des unités également.
Voilà. Donc pour nous, c'est ça, un modèle avec évidemment, on garde bien en tête que le modèle n'est qu'une simplification hein, de toute la complexité réelle, qu'on peut passer à côté de plein de choses, et notamment plein de couplages. Mais bon, ça nous donne quand même un outil pour commencer au moins à réfléchir, même si on n'a pas la prétention d'être prédictif de manière précise, évidemment. La logique générale, telle qu'on la voit, c'est d'identifier ce qui est marqué ici en bleu, une demande en des services de base, qui peuvent être le logement, il faut se loger, il faut s'habiller, il faut se transporter, il faut aussi se faire plaisir, avoir des loisirs, etc. Cette demande, elle varie en fonction des pays, hein, et notamment en fonction du niveau de vie des pays, mais pas seulement, en fonction de leur démographie, en fonction de l'urbanisation, de la densité de population, donc de paramètres qui sont plutôt socio-économiques, et elle varie aussi en fonction de la géographie des régions auxquelles on s'adresse. Hein. On ne va pas vivre de la même façon si on habite près du cercle arctique ou en plein milieu du désert, évidemment. Une fois qu'on a ça, pour assurer ces services, il faut au moins deux choses. Dans les sociétés développées, il faut des machines, une infrastructure technologique qui consomme de l'énergie. Et donc, on va avoir une partie un peu matérielle, hein, infrastructure, Baptiste en a parlé avant pour les voitures, et puis cette consommation d'énergie qu'il va falloir définir et qui change au cours du temps pour une unité de service donnée. Ces deux choses-là, ça nous demande, enfin, ça nous quantifie ou qualifie une demande en ressources, à la fois en ressources matières et en ressources énergie. Ces matières et cette énergie, si on parle des ressources fossiles, ne sont pas forcément produites à l'endroit où on les consomme, mais on les produit quelque part. D'une manière générale, on commence toujours par exploiter les matières qui sont, ou les ressources qui sont facilement accessibles et qui sont de haute qualité. Donc si on prend le cas des métaux, par exemple, on va aller chercher des métaux dans des endroits où ils sont très concentrés. Et puis quand cette ressource très concentrée est épuisée, on la remplace par une autre ressource. Et au fil du temps, on s'aperçoit que la concentration des gisements exploités, par exemple métalliques, a tendance à diminuer au cours du temps. La qualité de la ressource a un impact sur l'énergie dont on a besoin pour la produire, pour l'extraire. Modulo, bien sûr, l'amélioration technologique qui fait qu'on devient de plus en plus efficace au cours du temps. Cette énergie d'extraction, elle va jouer sur le coût d'extraction. Et ce coût d'extraction, lui, va contrôler les réserves. Donc les réserves, c'est le stock de ressources qu'on connaît sous nos pieds, extractibles à un coût économiquement viable. Donc ces réserves sont contrôlées par le coût d'extraction, comme je viens de le dire, et par le prix, évidemment, de la ressource. Et ce prix, lui, est contrôlé sur le court terme par le rapport entre la demande et la production. Le fait est que ce métabolisme, ici, engendre des impacts environnementaux. Alors, les émissions de gaz à effet de serre sont un de ces impacts, bien sûr, qui est important. Et pour réduire ces impacts, ou pour se projeter dans le futur et essayer de les diminuer, eh bien, on bâtit des scénarios. Des scénarios de transition énergétique avec deux aspects. Un aspect technologique, hein, Baptiste en a parlé, donc on va améliorer l'efficacité énergétique, notamment d'utilisation de l'énergie, et on va améliorer aussi les technologies de production. On peut passer d'énergie, bien sûr, carbonée à des énergies décarbonées, et puis on peut aussi jouer sur les comportements des gens en imaginant que il y aura plus de personnes dans une voiture plus tard, qu'on peut faire un report modal du transport individuel en transport collectif, on peut devenir plus sobre, enfin il y a plein de choses qu'on peut envisager. Le prix ici, comme l'a mentionné Baptiste précédemment, va jouer aussi sur la répartition des technologies et notamment des technologies de production d'énergie.
Voilà, donc vous avez à peu près une logique ici, avec certaines rétroactions, elles ne sont pas toutes marquées. Maintenant, il faut définir un moteur, c'est-à-dire on a une représentation de notre système à un instant donné, qu'est-ce qui fait que ce système va évoluer. Alors, dans les Integrated Assessment Models, Baptiste en a parlé, on a un narratif avec des objectifs, on a un PIB par habitant qui est en croissance, et avec ça, on produit des scénarios de transition énergétique où la variable que l'on peut ajuster et qu'on peut optimiser, c'est une variable de coût ou une variable de prix sous contrainte. Jusqu'à présent, toute cette partie n'existait pas. Toute la partie en bas, et notamment la partie ressources fossiles, n'était pas prise en compte. C'est en train de changer. Alors, on ne prend pas ça en compte, et comme on n'a pas de stock dans ces IAM, on n'a pas de cohérence assurée entre les flux, les stocks physiques, entre les flux de monnaie et d'autres unités physiques. On n'a pas de backtesting, c'est-à-dire que les IAM ne regardent pas si leur modèle permet de reproduire des évolutions passées sur le long terme. On a beaucoup d'équations qui ne sont pas physiques, et donc finalement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même un manque de robustesse. C'est des modèles qui en général travaillent en équilibre, donc on ne peut pas simuler de crise, et puis il y a d'autres limites et difficultés qui ont été décrites par ailleurs et que je ne vais pas lister ici. On a un autre type de modèle que nous, on aime bien, qui sont des modèles biophysiques, c'est le terme consacré en écologie industrielle, dont un qu'on développe qui s'appelle Matter. Alors, dans Matter, on couvre toute la chaîne, ici, il n'y a pas de souci. Par contre, on n'a pas de prix. On n'a pas d'unité monétaire et de force motrice qui dépend de l'économie. Alors, le fait que l'économie n'existe pas dans un modèle, c'est pas forcément très convaincant ou plus convaincant. Et en tous les cas, mais on pourra revenir sur cette question plus tard, mais en tous les cas, si on n'a pas de fonction de minimisation de coûts, par exemple, quelle va être la force motrice ? Alors, les forces motrices qu'on utilise, nous, elles sont exogènes et elles sont de deux types. On va faire une hypothèse sur l'évolution des technologies. Et pour ça, on utilise des scénarios technologiques où on dit je mets plus d'éoliennes, je mets plus de solaire, mais on impose ça, on ne le calcule pas, c'est vraiment un input dans le modèle. Et puis, on va faire également des hypothèses sur l'évolution future du PIB par habitant, qui peuvent être en croissance, mais qui peuvent être en décroissance. On peut simuler aussi des crises en disant, en 2019, on a eu 9% de perte de PIB pendant le Covid, on a eu 9% de perte du PIB par habitant en Europe ou au niveau mondial. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'utilisation d'énergie? Et puis après, on peut comparer avec les observables. On a d'autres moteurs possibles, ça Simon en parlera, je pense, qui sont de ne pas rentrer par des hypothèses de PIB par habitant, mais de rentrer par une fonction usage, où là, on fixe la demande en service. Donc ça, je laisserai Simon en parler tout à l'heure. Voilà. Donc le moteur qui est important dans les modèles qu'on essaye de développer, mais c'est vrai pour quasiment tous les modèles de type biophysique, c'est cette évolution de PIB par habitant. Parce que comme l'a montré Baptiste tout à l'heure, si on regarde l'évolution historique, par exemple du nombre de voitures par habitant en fonction du PIB par habitant, pour différentes régions au niveau mondial, on a quand même des évolutions qui sont très très similaires, avec des niveaux de saturation, c'est ce que Baptiste a dit précédemment, qui peuvent varier en fonction notamment de la géographie des pays. Mais ce qu'on observe pour les voitures, on l'observe également pour... il faut avoir les yeux de la foi, mais on l'observe également pour le nombre de locomotives par habitant, de bateaux, le nombre de mètres carrés construits par habitant, etc. Ça veut dire qu'à partir de ces observations de tendance historique, on peut définir des fonctions logistiques qui sont uniques et qui sont applicables à quelle que soit la région dans un pays. Alors pourquoi on fait ça? Je vous donne un exemple ici qui est une évolution tendancielle de l'infrastructure en France. Donc sur ces figures en bleu,
vous avez les observables historiques, et puis en rouge, c'est le résultat du modèle. Donc on part ici d'une évolution du PIB par habitant que l'on fixe, où on fixe le niveau de saturation, ici sur les temps longs. Et ça, ça va nous donner l'évolution du parc automobile, l'évolution du nombre d'avions, de locomotives, de bâtiments. On vérifie que ça colle bien avec les observations historiques. Et puis, on a une projection dans le futur qui semble à peu près raisonnable pour une évolution tendancielle de l'infrastructure. Une fois qu'on a notre infrastructure, on connaît la quantité d'énergie qu'il faut pour l'activer, pour faire 100 km en voiture ou pour chauffer un bâtiment sous des latitudes qui sont celles de la France. Et pour un mix énergétique donné, on peut calculer la quantité d'énergie que l'on va utiliser et les émissions de gaz à effet de serre que l'on anticipe pour ce mix que l'on a fixé. On peut calculer aussi la quantité de matière qui est utilisée par les différents secteurs de consommation. Ici, on a le logement, la construction, le transport, je ne détaille pas. Et puis, une fois qu'on a ça, on peut aussi calculer quelle est la contribution locale de la France au réchauffement global, qui est ici de 0,04 degrés. Donc on est sur une trajectoire à 4 degrés, puisqu'on représente 1% de la population. Alors évidemment, ça nous donne des évolutions tendancielles, mais justement, on ne veut pas. On veut s'écarter de ces évolutions tendancielles, puisqu'on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre plus rapidement que ce que l'on peut anticiper dans une évolution tendancielle. Donc pour faire ça, on joue sur les technologies en disant on va avoir une électrification massive de la société utilisant une énergie décarbonée produite soit par du nucléaire, soit par des sources renouvelables. Et ça, clairement, c'est une contrainte supplémentaire parce que les besoins en ressources de ces différents équipements ne sont pas les mêmes que les besoins en ressources qu'on avait le long d'une évolution tendancielle. Donc ça va jouer sur les ressources, mais ça va également avoir des impacts sur les prix. Alors ici un exemple de ces évolutions technologiques, je reprends le parc automobile français. Si on considère une durée de vie de 15 ans des voitures, on arrive à définir le nombre de voitures neuves vendues par an, on est un peu au-dessus de 2 millions par an. Actuellement, c'est principalement des véhicules thermiques qui sont vendus. On a à peu près 200 000 véhicules électriques qui sont vendus par an en France, et il faut monter à 2 millions en 2045 ou 2040. Où on n'aura plus que des véhicules électriques vendus. Donc voici l'évolution. Une fois qu'on a le stock, les flux, on peut calculer l'évolution de la répartition des véhicules en stock. Et donc vous voyez que le biseau gris ici, c'est la pénétration des véhicules électriques maintenant dans le parc en stock. Et une fois qu'on a ce stock, eh bien, connaissant la composition d'un véhicule électrique qui est différente de celle d'un véhicule thermique, on peut calculer quels sont les besoins, par exemple, en matière pour fabriquer les batteries avec les technologies actuelles lithium-ion qui existent. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des augmentations des consommations, c'est assez bien connu, en cobalt, nickel, lithium, d'un facteur 10, en cuivre d'un facteur 3, en manganèse également. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'idée c'est l'idée avec laquelle on travaille. N'oublions pas que les technologies évoluent, donc ça c'est pas ce qui va se passer dans le futur certainement, puisqu'on change les intensités matières des véhicules électriques au cours du temps. Mais quand même, ça nous donne une idée et ça nous fixe au moins des ordres de grandeur. Et puis on peut faire ça dans différents pays au niveau mondial. On voit que les topologies sont complètement différentes. Ça, c'est des consommations de cuivre, par exemple, aux États-Unis, en Europe, en France. Vous voyez qu'on atteint la saturation assez tôt, on va dire dans les années 2000. À l'inverse, en Chine, en Inde ou en Afrique, on s'attend à avoir, pour la Chine, une croissance de la consommation qui continue à augmenter très très fort avant de se stabiliser dans la deuxième moitié du siècle. La Chine aujourd'hui, l'Inde demain, l'Afrique ensuite, et puis c'est en sommant toutes ces contributions régionales qu'on a une image de ce qui se passe au niveau mondial. Et même si nous, on est à saturation et en ressources, en tous les cas métalliques, on est assez stable, au niveau mondial, c'est pas du tout le cas parce que c'est l'évolution du niveau de richesse
richesse, du niveau de PIB par habitant qui va contrôler le système. Donc ça, je saute parce que sinon je vais être trop long. Une question qui est importante dans ces affaires-là, c'est les limites planétaires, et notamment, puisque j'en ai parlé, la possibilité d'effectuer une transition énergétique, et même si elle a un coût, et notamment elle a un coût en métaux. Alors, on a beaucoup parlé du pic pétrole, et cette idée a été aussi utilisée pour parler de pic métaux. Alors les pics métaux, le pic métal, c'est un petit peu plus difficile quand même à définir, et si on regarde les données historiques, ce qu'on voit, c'est que les réserves, c'est encore le cuivre ici, les réserves de cuivre au cours du temps n'ont cessé d'augmenter. Donc on augmente la production en cuivre, mais on augmente aussi les réserves. Et alors ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais une des raisons, c'est que, comme je le disais précédemment, la concentration moyenne des gisements de cuivre à partir desquels on extrait le cuivre primaire a diminué au cours du temps. On remplace des gisements de très haute qualité par des gisements de moins bonne qualité. Or, la distribution du cuivre dans la croûte suit une loi de ce type-là, log normal, où vous avez ici la concentration qui diminue, et quand on diminue la concentration, eh ben, on augmente de manière très significative la quantité de cuivre disponible. Donc finalement, le fait de pouvoir suivre cette tendance nous permet d'augmenter les réserves. Mais évidemment, ça a un coût aussi, au moins théorique, puisque c'est beaucoup plus énergivore à technologie constante d'extraire du métal de gisements dilués que de gisements très concentrés. Alors jusqu'à présent, on n'a pas eu d'explosion des coûts, et notamment de production des métaux, malgré cette baisse de qualité des gisements, parce que la baisse de qualité a été compensée par une amélioration de la technologie. Et donc, si on est capable de continuer à améliorer la technologie au même taux que ce que l'on a fait dans le passé, ben, on peut en conclure qu'en fait, modulo bien sûr les impacts environnementaux, si on continue à remplacer des ressources de bonne qualité par des ressources de moins bonne qualité, on va continuer à augmenter les réserves. Alors, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a toujours une limite qui nous pend au nez et qui s'appelle une limite thermodynamique. J'illustre ça avec un exemple assez simple. Vous avez ici la quantité d'énergie qu'il faut pour produire 1 kg d'acier au cours du temps. Dans les années 60, il fallait à peu près 50 mégajoules par kilo. Actuellement, on est à 25 mégajoules par kilo. Or, pour produire de l'acier, il faut casser un oxyde de fer en fer plus métal. Et la limite thermodynamique, ici, elle est à 7 mégajoules par kilo. Donc ça veut dire que dans le futur, on ne pourra pas améliorer à taux constant le processus. Alors, ce n'est pas très grave dans le cas de l'acier, parce que la concentration des gisements est assez constante. Et dans cette équation qui vous donne l'énergie en fonction de la concentration des gisements et puis quelque chose qui représente la métallurgie, eh bien ce terme-là, en 1 sur C, n'est pas important dans le cas de l'acier, puisque les gisements ont une concentration à peu près constante, donc on a une limite thermodynamique ici qui est horizontale. C'est pas le vrai dans le cas du cuivre, par exemple, ou dans le cas du cuivre, je répète, on a une baisse de qualité des gisements, et donc cette limite basse augmente au cours du temps, et il y a un moment donné où on s'attend à avoir un peu de rebroussement, et donc à avoir des courbes de prix en U, c'est-à-dire que l'énergie pour extraire du cuivre doit augmenter à un certain moment donné, et donc le coût de production augmente, et donc le prix long terme, qui n'est pas le prix économique, est également appelé à augmenter. Et c'est la manière dont on peut introduire des unités monétaires, finalement, dans nos modèles, sans modèle économique, mais c'est en travaillant sur ces limites thermodynamiques. Alors, je vous donne juste quelques exemples. Là, c'est les prix des métaux. En bleu, c'est les prix historiques. En rouge, c'est les résultats du modèle. Vous voyez qu'on fit pas mal quand même les évolutions. Et puis, on a des évolutions de ce type-là pour un scénario donné. Là, j'ai pris le scénario Reference Technology de l'IEA. Évidemment, cette augmentation ici peut être variable en fonction de la quantité de ressources qu'on utilise et donc en fonction des scénarios. Donc finalement, le prix pour nous, et en particulier pour les ressources,
et la disponibilité, pardon, c'est plutôt fonction du prix qu'on va être prêt à payer dans le futur, qui va dépendre du prix d'autres sources. Hein. Là-dedans, on a inclus l'évolution du prix de l'énergie aussi, mais ça peut être aussi le prix de l'eau, ça peut être, il y a plein d'autres sources auxquelles on peut penser, et puis des impacts environnementaux qu'on est prêt à accepter localement, puisque tous les impacts, évidemment, sont sur le lieu de production des ressources, pas forcément sur le lieu de la consommation. Alors j'ai presque fini. J'ai l'impression que dans tous les modèles dont on a parlé, c'est vrai pour les IAM, mais c'est vrai pour nos modèles aussi, il y a une lacune générale qui est la décision humaine. Donc on a plein de trucs comme ça, hein, plein d'équations avec des couplages, mais on n'a aucune décision qui est prise hein, au cours de l'évolution de notre modélisation. On part d'un instant donné, on a un objectif et puis on a une évolution bien continue. Et là, je pense que ça, c'est un problème sur lequel maintenant il faut vraiment travailler. En gros, l'approche actuelle, c'est de dire on a 3 scénarios, il y en a un qui nous amène dans l'eau, il y en a un qui nous emmène vers une terre brûlée, et puis là, par contre, c'est super. Là, il y a de la prairie et des pâquerettes sur les côtés, donc on n'hésite pas, on prend celui-là. Dans la vraie vie, moi, je dirais que c'est plutôt ça. C'est-à-dire, on est dans un endroit où on ne voit pas trop où est l'objectif, quoi. En plus, on a des camions qui nous poussent aux fesses, on ne peut pas s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Il y en a qui font n'importe quoi, qui reviennent. Voilà. Et il faut qu'on se démerde un peu là-dedans, qu'on se débrouille un peu là-dedans, pardon, en prenant une décision. L'idée, c'est qu'on se retrouve, on a un objectif qui est lointain, qu'on a perdu un peu de vue, on est dans une situation qui n'est pas du tout agréable et on a quand même une possibilité de décider. Alors, décider, on fait comment? Évidemment, on peut prendre un GPS, mais ce couillon de GPS, parce que c'est un GPS de première génération, il me dit ton objectif, il est là, tu passes comme ça. Donc, on reste dans le bouchon. Et ça ne suffit pas. Donc, ce qu'on aimerait, c'est ne plus seulement utiliser des modèles, finalement, avec un objectif et des solutions techno ou réglementaires qui sont rationnelles. Parce que la rationalité, elle a aussi une limite dans le monde réel. Tout le monde n'est pas forcément rationnel. Et surtout, les différents acteurs qui vont prendre des décisions ont des intérêts qui peuvent être divergents. Donc, il faut avoir un plan B quand on se retrouve dans une situation comme ça. Être capable de considérer le court terme, les problèmes court terme par rapport à un objectif long terme. Être capable de raisonner au niveau local et non pas au niveau forcément national ou même mondial. Et donc, c'est ça. Ce qu'on essaye de mettre en œuvre maintenant, c'est des modèles version 2 où on aura une intégration de la décision des acteurs qui est possible et ne pas avoir une modélisation uniquement avec un logiciel et une manière de faire et une résolution d'équations différentielles. Ça ne suffit pas. Merci. Test. Celui-ci. Bonsoir tout le monde. Du coup, je m'appelle Simon Chazelle et donc je travaille chez Carbon 4 sur un projet qui s'appelle l'Initiative Iris et dont je vais vous dire quelques mots. Alors pourquoi est-ce que Baptiste et Olivier m'ont invité ce soir? C'est parce que donc pour l'Initiative Iris, en fait, on est utilisateur du modèle qu'a présenté Olivier à l'instant. D'ailleurs, la dernière slide d'Olivier fait une bonne transition puisque l'objet de l'Initiative Iris, c'est de construire des scénarios, en l'occurrence, donc d'essayer de développer un GPS. Alors dans le cadre de Carbon 4, c'est un GPS qui est à destination en première, tout d'abord pour un certain nombre pour les entreprises, pour le monde économique, mais c'est un GPS qui sera public et qui sera donc en accès libre. Et donc dans le cadre de ce travail, on réalise un certain nombre de développements aussi sur le modèle que vient de présenter Olivier. Donc c'est aussi de ça dont je vais vous parler ce soir. Donc je vais commencer par faire un tout petit détour pour expliquer en
quelques mots, qu'est-ce que c'est ces scénarios qu'on essaye de produire, en dire un tout petit peu plus. Et puis après, vous parler plus précisément des développements qu'on est en train de réaliser. En fait, je vous passe les premières slides parce que c'était des slides qui visaient à expliquer pourquoi l'initiative Iris et qu'est-ce que c'est que l'initiative Iris. Je trouve que la présentation d'Olivier a plutôt bien fait l'affaire. L'idée, c'est qu'il y a besoin de scénarios, que ces scénarios, il y a besoin d'avoir une caractérisation physique des stocks et flux qui sont mis en jeu. Ça, je vais y revenir dessus un peu plus précisément. On veut faire des scénarios dans lesquels le PIB n'est pas une hypothèse d'entrée, mais plutôt un résultat. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un petit schéma qui présente à quoi ça sert le modèle dans la production des scénarios qu'on cherche à faire. Donc, pour le préciser, c'est des scénarios à l'horizon 2060, à l'échelle mondiale et multisectorielle. Donc, ce qui suppose un niveau de désagrégation forcément limité, mais, enfin, qui est issu de matière en gros. Ce qu'on voit en haut, c'est une petite timeline avec 6 étapes. Alors, vous voyez tout de suite que les chiffres ne sont pas dans le bon ordre. Ce n'est pas une erreur, c'est parce qu'il y a un moment où on revient en arrière, donc une espèce de boucle. Et puis, donc la première phase de la création de ces scénarios, qui s'est achevée en fait dans les dernières semaines, visait à produire un narratif. Donc, un narratif, c'est une histoire, c'est des mots, c'est what if. Qu'est-ce qui se passerait si? Ce narratif, il a plusieurs composantes. Une dimension de ce narratif, c'est une histoire qui porte sur les aspirations, les usages souhaités, sur les usages finaux, sur les modes de vie. Et qu'est-ce qui se passerait si demain on décidait tous collectivement, alors la question de la décision collective est évidemment épineuse, mais si on décidait de se déplacer plus en vélo et moins en voiture, si on décidait de manger moins de viande et plus de je sais pas quoi. Voilà, donc porté par des systèmes de valeurs qui évoluent. Donc on a une dimension du récit qui porte là-dessus. On a une deuxième dimension du récit, en rouge, qui porte sur ce qu'on a appelé le champ de contrainte des activités humaines. Donc c'est plutôt ce qui constitue des limites sur l'offre. Donc plus en détail, là votre regard se porte très naturellement, porté par la petite flèche à droite, sur l'évolution des technologies et des techniques. Donc, par exemple, l'évolution de l'intensité énergétique de la production d'acier. Alors pas la partie extraction, ce dont parlait Olivier précédemment. Des hypothèses sur l'ampleur des rétroactions environnementales, qui est un champ sur lequel je vais revenir dessus, mais évidemment il y a énormément d'incertitudes, donc ça fait partie des hypothèses de nos scénarios, parce qu'il y a de l'incertitude dessus. Des hypothèses sur les conditions d'accès aux ressources, et puis des hypothèses, et je vais m'étendre un peu plus là-dessus, sur ce qu'on appelait les limites choisies, c'est-à-dire dans nos scénarios, quelle ambition on se donne en termes de budget carbone, de limitation des pressions qui portent sur la biodiversité, etc. Donc ça, c'est les deux composantes du récit. La deuxième étape, c'est de quantifier, de passer d'un récit à des chiffres, donc de traduire ce récit en hypothèses quantifiées. Je suis déjà un petit peu passé dessus. Une fois qu'on a tout ça, ça nous donne un certain nombre de données d'entrée assez massives qui constituent du coup l'entrée pour rentrer dans ce modèle de comptabilité de flux physique qui est en fait rien d'autre que Mater, présenté par Olivier précédemment. Donc, comme vous le voyez tout à l'heure, Olivier, vous vous rappelez, il a montré qu'il y avait plusieurs manières de rentrer dans son modèle. On pouvait soit rentrer dans le modèle en faisant une hypothèse d'évolution de la croissance du PIB, soit rentrer dans son modèle en prenant un scénario technologique. Nous, on développe du coup une troisième manière d'entrer dans le modèle en faisant des hypothèses sur l'évolution des usages finaux. Donc, qu'est-ce qui se passerait si les kilomètres parcourus par personne par an diminuaient un petit peu, la part modale du vélo augmentait un petit peu, etc. Donc tout ça, c'est les données d'entrée du modèle. Le modèle nous permet de répondre à la question suivante. Quels sont les flux d'énergie et de matière à l'intérieur du système socio-économique et aux frontières amont et aval du système socio-économique qui sont induits par les usages souhaités sous les hypothèses de performance technique, d'accès aux ressources et de rétroaction environnementale donnée. Donc ce qui sort de ça, c'est un ensemble de flux physiques entre les secteurs, d'émissions de CO2 aux frontières
aux limites du système socio-économique, de ressources qui ont été extraites de l'environnement pour être utilisées. Donc c'est tous les flux qui sont nécessaires pour satisfaire les usages souhaités. Alors là, normalement, vous avez dû remarquer que j'ai parlé que de 4 cases sur 5. Donc c'est pas étonnant. En fait, à ce stade, le modèle nous permet de dire, bon bah, si c'est ça les usages souhaités et c'est ça les évolutions, les performances techniques, etc., alors voici les flux physiques. Maintenant, on va comparer ces flux physiques avec les limites qu'on s'était données, enfin les ambitions qu'on s'était données par ailleurs. Là, il y a 2 possibilités. Soit ça marche, soit ça match, soit ça ne matche pas. Donc, dans beaucoup de cas, on peut imaginer que la manière dont on va construire les scénarios va mener à faire que ça ne matche pas. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une tension quelque part. Il y a une incohérence entre toutes les hypothèses d'entrée. On va interpréter, nous, cette incohérence comme une compétition d'usage, comme l'existence d'une compétition d'usage. Par exemple, les émissions de CO2 qui seraient induites par tous ces usages finaux avec ces scénarios d'évolution technologique mèneraient à avoir des émissions de CO2 qui nous mettraient sur une trajectoire 4 degrés. Or, on a supposé qu'on voulait être dans un scénario 2 degrés. Donc, il y a une incohérence. Donc, ça veut dire qu'on a une tension sur la ressource budget carbone qu'il va s'agir de résoudre. Donc, comme il y a une tension, il y a plein de secteurs qui émettent du CO2 ou on peut faire d'autres choses avec d'autres compétitions d'usage sur l'usage des sols, etc. Il y a plein de secteurs qui sont en compétition et nous, ce qu'on va chercher à explorer dans les scénarios, mais pas dans le modèle, c'est des options de résolution de ces compétitions d'usage. Donc, on va chercher à raconter des histoires sur comment est-ce qu'on pourrait résoudre ces compétitions d'usage. Est-ce qu'on privilégie tel ou tel secteur? Est-ce qu'on joue plus sur des leviers technologiques, etc. Ça se passe en dehors du modèle. Ça nous permet de faire une itération et de revenir en fait en ayant modifié les données d'entrée du modèle, en ayant dit bon finalement, comme on veut résoudre les compétitions d'usage, en fait les usages souhaités, en fait on va devoir faire des compromis. Donc les kilomètres, on va davantage encore plus utiliser le vélo ou ce genre de choses. Je prends des exemples qui me viennent en tête. Et donc, on va pouvoir refaire une simulation dans le modèle et ainsi, par processus itératif, faire ça jusqu'à ce que ça rentre dans la boîte. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation qu'on veut faire du modèle Mater présenté par Olivier et Baptiste dans le cadre d'Iris. Alors tout ça, ça nous amène à faire un certain nombre à faire quelques développements dont je voudrais parler aujourd'hui. Mater, c'est alors quand on a cherché à développer, quand on cherchait un outil qui nous permettait de faire ça, donc on est tombé avec ravissement sur les travaux d'Olivier, et donc c'est notre brique de base. On a une autre brique qui s'appelle GlobaGri, qui fait en gros la même chose que Mater sur un périmètre différent, sur le périmètre de la biomasse. Donc c'est un modèle de comptabilité de flux physique, un modèle de comptabilité de flux de biomasse, d'usage des sols, etc. Un premier travail qu'on a à faire, c'est de fusionner les deux. Donc concrètement, en fait, on intègre GlobaGri dans Mater. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans les derniers mois. On est une équipe de 6 personnes à travailler là-dessus. Donc ça, c'était un premier plan, un premier développement qu'on a fait dans le cadre de ce projet. Ensuite, il y avait une question d'étendre le périmètre. Il y a un certain nombre de secteurs qui en fait se retrouvaient, un certain nombre d'activités qui se retrouvaient ni dans Mater ni dans GlobaGri. Donc si je prends par exemple, ce qu'on a pu faire dernièrement, c'était rajouter des choses enrichir le modèle en rajoutant des choses sur les activités du numérique et en rajoutant des choses sur par exemple le réseau de transport d'électricité, etc., sur les biocarburants qui étaient assez peu représentés dans GlobaGri et tout ça. Donc c'est une extension du périmètre des modèles. Ça prend beaucoup de place sur le schéma, mais c'est pas si gros. Les émissions de CO2 qui sont calculées par le modèle, couplé à une espèce de petit modèle climat déjà existant, ça mange pas de pain. Non mais c'est un travail essentiellement technique. Il n'y a pas de développement. On prend des choses qui existent déjà, on les assemble. Le point suivant, je vais m'arrêter dessus 2 secondes parce qu'il il mérite des explications. Dans le cadre de ces scénarios, il y a un sujet sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, mais qui est à la fois on ne peut pas faire l'impasse dessus, la rétroaction du climat sur les activités humaines, et en même temps, comme on le sait tous dans la salle, s'il y a un sujet compliqué, c'est bien celui-là. On se place à l'échelle globale. La personne qui est capable de dire des choses quantifiées sur la rétroaction du climat sur les activités humaines n'est pas née, en tout cas n'est pas dans cette salle. Pourtant, c'est un sujet sur lequel on peut difficilement faire l'impasse. Donc,
on a la chance d'être dans un exercice de scénarisation, donc on peut faire des hypothèses. On peut essayer de se prononcer, assumer que c'est une hypothèse, expliquer le rationnel derrière cette hypothèse, mettre en gros c'est une hypothèse, et avoir une démarche, un truc qui soit opposable. Donc c'est plutôt notre approche, évidemment. L'accès aux ressources critiques, en fait, c'est mineur, il s'agit juste d'intégrer dans la dernière version du modèle un truc qui est intégré dans une version précédente du modèle, donc ça représente du travail, mais en fait c'est ce qu'Olivier a présenté précédemment sur la boucle de rétroaction. Plus on extrait de ressources, plus c'est difficile d'en extraire après parce que c'est plus coûteux énergétiquement. Et des petits modules, je ne suis pas rentré dans le détail, mais de calcul d'autres types de pression sur la biodiversité. Donc en gros, associé à chaque activité qui est représentée dans le modèle, un petit coefficient, alors pas un facteur d'émission carbone, mais un facteur qui permet de mesurer d'autres types de pression sur la biodiversité, des composés sulfurés, etc. etc. Ça marche. Enfin, c'est peut-être un point important, tout cet exercice-là nous a amené à du coup développer une entrée dans le modèle alternative, donc qui vise à pouvoir rentrer là-dedans en faisant des hypothèses sur l'évolution des usages finaux et non pas sur les trajectoires de PIB ou prenant des scénarios énergétiques parce que c'était pas simplement c'était pas ça qu'on voulait faire dans le cadre de notre exercice. Donc, en termes de... donc depuis le début de l'année, on est une équipe de 6 personnes à travailler sur ces développements-là, dans le cadre de ce projet-là. On espère aboutir à des résultats d'ici la fin de l'année pour pouvoir réaliser cet exercice de production de scénarios en début d'année prochaine. C'est un projet qui s'étale sur plusieurs années. Donc forcément, ce qu'on va faire cette année, il y aura des compromis sur la qualité parce qu'en fait, on fait ce qu'on peut dans le temps qu'on a avec les ressources qu'on a et c'est extrêmement ambitieux. Je pense que vous l'avez vu, mais c'est un projet qui s'étale sur 3 ans. Donc en fait, même si on fait un premier run complet de cette méthode-là sur la première année, il va y avoir un certain nombre de raffinements par la suite pour aller plus loin et faire des choses plus précises, plus justes, plus exactes, etc. Merci beaucoup pour votre attention. On est un petit peu en retard, mais on va prendre peut-être quelques minutes pour répondre aux questions dans la salle, pour celles et ceux qui auraient des questions. Jean-Noël va vous passer le micro. Sinon, on enchaîne avec la table ronde. Et petite demande de ma part pour Olivier, Baptiste et Simon dans leur réponse. Si vous pouvez à chaque fois faire le lien avec la manière dont vous avez pu collaborer, monde académique, écosystème plus ONG ou think tank ou privé, ou quelle forme de collaboration avec d'autres laboratoires ou centres de recherche. Je pense que ce sera aussi éclairant de voir comment travailler ensemble ces sujets interdisciplinaires ou transdisciplinaires. J'avais Stéphane Bourg, observateur français des ressources minérales au BRGM. Moi, j'avais une remarque et une question pour toi, Simon. Tu dis l'accès aux ressources critiques, c'est un peu ce qu'a présenté Olivier, c'est de moins en moins concentré, de plus en plus d'énergie. Ça va marcher pour le cuivre, pour l'alu, pour le zinc, mais ça va plus marcher quand on va parler des petits métaux stratégiques qui sont co-extraits avec ces métaux et dont la production, les coûts de production, la disponibilité va dépendre de la production des premiers métaux. Et du coup, ça devient plus compliqué à modéliser que le cuivre, l'aluminium, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans le modèle? Parce qu'un des cas classiques aujourd'hui, on dit le platine, on va passer des pots catalytiques vers et on va plus s'en servir. Donc, les mines de platine vont fermer. Mais le jour où on veut faire les piles à combustible, on a besoin de platine, on n'a plus de mines. Et pour faire les piles à combustible, on a besoin d'iridium. L'iridium, il est co-extrait avec le platine, mais il y en a 4 fois moins. Donc, il faut extraire 4 fois plus de platine. Le prix du platine se casse la gueule. Du coup, les mines de platine ferment aussi. Et on a de nouveau plus d'iridium. Donc, comment tu intègres ça dans ces systèmes, en gros? Alors, c'est pas complètement simple parce qu'on a une approche qui, même si elle a une prétention d'être basée sur la thermodynamique, est quand même très agrégée. Donc en fait, nous on part de l'énergie qu'il faut pour extraire un métal. Cette énergie, si c'est un grand métal, qu'il est extrait pour lui-même, je ne parle pas là pour le moment des coproduits, pour un grand métal, c'est 3 termes, hein, c'est l'extraction, donc varie sur C, la séparation, c'est une entropie de mélange, et la métallurgie, grosso merdo, c'est un delta G0 de formation. Bon. Effectivement, si c'est des coproduits,
et qu'on veut calculer l'énergie, eh bien, il y a une part de l'énergie qui a déjà été utilisée pour produire le grand métal. Et c'est une partie mécanique, en fait, d'extraction, qui correspond à l'extraction. C'est avant la métallurgie. Donc ça, en regardant les quantités d'énergie qu'il faut pour extraire 1 kg d'un coproduit, qui sont reportés dans la littérature, on arrive à avoir le facteur, finalement, sur la partie mécanique, qui nous permet, et que l'on doit déduire, en tous les cas, que l'on doit déduire de l'énergie qu'on calcule si on extrayait le coproduit tout seul. C'est clair ou pas? Si la mine de plomb ferme, pour des raisons économiques, ton calcul d'énergie il est vrai, mais il ne sera plus applicable parce que tu n'as plus la première mine. Ah bah si, moi je m'en fous si elle ferme la mine. Moi je regarde pas. Non mais je m'en fous. C'est-à-dire en termes d'énergie, pour moi ça ne change rien. D'accès, si le prix économique lui remonte, ta mine elle va rouvrir. Voilà, nous on ne contrôle pas ça. Hein. On n'a pas de mécanique économique qui est très importante sur le court terme. Ça ne fait aucun doute. On va dire entre 3 et 5 ans, quoi, ou entre quelques mois et 5 ans. Sur le long terme, je ne pense pas que ça soit si important que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour les coproduits, en fait, si tu plottes les productions historiques, ouais, si tu représentes dans un même diagramme X, Y, les évolutions historiques, je sais pas moi, du gallium par exemple, et les évolutions de production, et les évolutions historiques du métal de base, du zinc ou même de l'aluminium, enfin tu fais zinc-aluminium, eh ben, elles n'ont pas la même pente. Elles ne sont pas corrélées. Donc dire qu'un coproduit, c'est effectivement un coproduit, on va produire du gallium d'une mine de zinc et d'une mine d'aluminium, très bien, c'est la réalité, n'empêche qu'il n'y a pas de lien direct entre les productions. Et la raison, c'est aussi parce que il y a actuellement, enfin dans le passé, il y avait des mines de zinc et d'aluminium où le gallium n'était pas extrait. Voilà, et c'est toujours le cas. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que le lien, il n'est pas non plus complètement de premier ordre. Exactement. Ben, merci de prendre ma question. Aline Vernier, ingénieure de recherche dans la physique des plasmas. Donc en bonne physicienne, moi j'aimerais bien savoir avec votre ambition là, de mettre des rétroactions dans tous les sens, comment vous allez prendre l'approche des incertitudes. Merci. Eh ben, il y en a beaucoup. Et à vrai dire, on ne les calcule pas. Et ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse, dans le sens où on est sûr que ce qu'on dit, c'est faux, comme tous les modèles. Ouais, ben, en fait, la façon qu'on a d'essayer de valider ça, c'est de faire ce que Olivier a appelé du back-testing. Et donc, on utilise les mêmes équations pour faire le run entre 1900 et aujourd'hui que pour faire le run entre aujourd'hui et 2050. Alors, avec des hypothèses qu'on peut faire changer au cours du temps. Et donc, on se dit, bah, si on arrive à reproduire ça, a priori, ça veut dire qu'on n'est pas trop loin de la réalité. Mais on sait très bien que, bah, dans tous les cas, ce qu'on prédit ne va pas arriver et que c'est beaucoup plus que l'épaisseur du trait, quoi. Voilà. Donc pour le public, vous n'allez pas avoir un trait et puis autour quelque chose d'un peu épais pour dire votre incertitude, c'est ça On peut faire de l'analyse de sensibilité. Alors, c'est pas des incertitudes parce qu'on ne les connaît pas, les incertitudes. Pardon. On ne connaît pas les incertitudes. Tu as des incertitudes dans les données historiques qu'on utilise pour faire nos machins là. Tu as des incertitudes qui sont plus de formulation du problème, c'est-à-dire on oublie des rétroactions, par exemple. C'est aussi une forme d'incertitude. Voilà, donc ça c'est très difficile, franchement. Enfin, ça serait même, il vaut mieux pas en calculer, à mon avis, que de calculer des trucs qui sont vraiment foireux, quoi. Donc l'idée c'est de dire, ce qu'on fait, c'est pas juste, c'est sûr, il manque plein de choses, voilà, on n'a pas forcément les données. Donc on ne vous donne pas d'incertitude. Par contre, on peut faire une analyse de sensibilité. Ça c'est assez facile à faire. Et là, on voit ce qui est vraiment important. Et on peut éventuellement aller chercher l'incertitude si on a besoin d'un truc en particulier. Mais voilà.
Oui. Moi, j'ai une question. Donc, Luc Ferbeuf, le Chip Project numérique. C'est une question plutôt pour Olivier. À un moment donné, dans ton explication du modèle, tu expliquais que l'intensité en fait d'un certain nombre d'usages est corrélée à la progression du pouvoir d'achat quelque part. Comment est-ce que vous prenez en compte le fait qu'il y a de nouveaux usages qui se créent? Je pense notamment au numérique, qui est devenu un usage important, mais voilà, comment on prend ça en compte? Oui, oui, évidemment, c'est la question qu'on se pose quasiment tous les jours. Pour le numérique, à la limite, on peut l'intégrer parce qu'on a déjà un retour d'expérience. C'est-à-dire, on a vu une évolution, on va dire, sur les 20 dernières années. Évidemment, ça ne va pas nous dire quels sont les nouveaux produits et les nouvelles technologies qui vont sortir. Mais déjà, on peut faire une projection sur des tendances qui existent déjà. Alors, je sais pas, moi, je peux prendre l'exemple des téléphones portables, par exemple, où on connaît les niveaux de saturation, on connaît les vitesses d'évolution et on sait que les vitesses d'évolution, elles ne sont pas fonction du PIB par habitant. Donc tout ce que j'ai raconté là, c'est pas vrai. C'est aussi une logistique, mais c'est une logistique qui est fonction du temps. Parce qu'il y a un tel rapport bénéfice sur coût que les téléphones portables, ils pénètrent quasiment aussi vite dans des pays en voie de développement que dans des pays développés. Voilà. Donc, il faut être un peu vigilant sur ces trucs-là. Mais sinon, ouais, on ne peut finalement intégrer que des choses pour lesquelles on a un retour d'expérience, puisqu'on s'appuie sur des évolutions historiques pour essayer de prédire des choses dans le futur. On peut rajouter à la main, hein, on peut dire, si on a une boule de cristal et quelqu'un qui est très très fort et qui est capable de nous dire non, non, mais attendez, en 2030, il y aura tant de numérique, enfin, il y aura ces technologies-là avec ces intensités matières et ces consommations d'énergie, il n'y a aucun problème, ça, on peut l'intégrer. On ne le fait pas. Si on ne sait pas, on ne le fait pas. Voilà. C'est juste pour compléter, du coup... Iris, on n'a pas la boule de cristal, mais c'est ça qu'on essaye de faire. C'est bien. Non, mais j'explique ce que je veux dire. C'est ça, c'est faire l'hypothèse de si les usages du numérique évoluent comme ça et qu'on se met à utiliser demain un objet qui a telle caractéristique physique, qui consomme tant d'énergie et qui est composé de telle et telle matière, alors c'est ça que ça veut dire en termes de flux physique. Le modèle, c'est juste un outil de comptabilité. C'est pas très intelligent. C'est juste des c'est compliqué parce que c'est beaucoup de multiplication, beaucoup de données, mais il n'y a pas de prédiction de l'évolution des usages là-dedans. C'est juste la comptabilité associée à une hypothèse. Et ensuite, pour construire ces hypothèses, du coup, là, c'est un autre travail. C'est pas un travail de modélisation, c'est un travail d'écrire des récits qui sont intéressants, variés, contrastés, etc. Mais c'est pas le sujet du jour. Je crois qu'il ne reste plus de temps. Si je ne me trompe pas. On va avoir de temps après les tables rondes. Pardon? Non, après les tables rondes aussi, on a un petit temps pour poser les questions. Je vous remercie beaucoup.